Bonjour à tous. Salut Elisa. Salut. Bonjour Violette. Bonjour Adrien. Bonjour Jess. Oh là, j'ai un peu de mal. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Comment tu vas? Salut Lisa. J'espère que vous allez bien. Laurent qui vient regarder comment ça se passe les prochains webinars parce que il va intervenir dans notre prochain webinar normalement. Bonjour Tine. Comment est-ce que vous allez en ce beau vendredi 26 mars avec un peu de pluie, je crois, ou en tout cas du vent de chez moi. Salut Shiobi. D'ailleurs, merci à Alix Gendre qui a follow la chaîne, donc il y a 9 minutes. N'hésitez pas à follow la chaîne pour discuter dans le chat. N'oubliez pas, on est sur Twitch, donc on essaie de créer une communauté. Et pour cela, il faut juste follow la chaîne. Donc c'est complètement gratuit, donc n'hésitez surtout pas. Bon, Elisa, pas trop stressée? Non, 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 ça va, ça va. Un peu tout à l'heure, mais là, ça va, ça va. C'est Je suis bon. entre de bonnes mains. Premier webinar d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Tout à fait. Premier webinar. Avant, c'était des La meet-up. première fois. Oh là là, je suis tellement touché. Salut TNT Nico, salut Ced, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez passé une excellente semaine cette fin mars? D'ailleurs, mars, on dirait que c'est plus long que d'habitude, parce que normalement, après le webinar, normalement la semaine d'après, j'ai l'after produit. Et là, bah non, en fait, on n'a pas d'after produit. Donc cette semaine, ça va être la semaine prochaine pour le premier mercredi du mois. Donc assez agréable. Bon, tu vas faire quoi, Elisa, de ton week-end? Alors, bah, du sport, un peu comme tous les week-ends. Je me prépare pour un premier triathlon. Que le triathlon, c'est Dur, ça. dur. C'est Ouais, terrible. ouais. Moi, je commence étape par étape. Non, mais autrement, j'ai aussi un déménagement de prévu. Donc voilà, puis rester chez moi, parce qu'on est confiné. Ça, c'est sûr qu'avec le confinement, en tout cas en Ile-de-France, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, merci à Boubacar d'avoir follow la chaîne. Boubacar27, parce que sûrement il devait y avoir 26 Boubacar précédemment. En tout cas, trop cool pour le follow. Et à Paris, il fait beau, Marcel, d'après Jess. Bon, en tout cas, ici, il fait dégueulasse, comme j'aime bien dire. Elisa, du coup, on va commencer dans une petite minute, comme ça, on laisse encore un petit peu le temps aux gens d'arriver. J'espère que Parfait. tu vas pouvoir cracher du feu en pleine présentation, ça sera assez cool. En tout cas, merci pour les follow, merci à tous de nous suivre encore régulièrement pour ces webinars. Donc on a vraiment l'honneur quand même, que dis-je, le privilège d'accueillir quand même Elisa, qui est une des PM de chez Wevu, qui intervient actuellement chez Le Parisien, et donc qui va nous faire un petit topo sur les changements de taille d'organisation, que ce soit quand on grossit ou quand on diminue. Donc c'est assez cool. Salut Razak, salut Rem, j'espère que vous allez bien. Et sur ces bonnes paroles, je vais laisser la parole à Elisa. Donc n'hésitez surtout pas, en tout cas, à poser toutes vos questions durant tout le live. On aura 2 temps justement pour ces sessions de questions-réponses. Donc au milieu de la présentation et à la fin de la présentation. Donc n'hésitez surtout pas. Et je laisse la parole à Elisa. Allez, c'est moi qui reprends le micro alors. Exactement. Drop the mic. Du coup, je vais partager mon écran. Oups, alors si je fais pas la bonne manip. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler de. Bah, déjà, bonjour à tous. Même si je vous ai fait un petit coucou avec Marcel. Et merci de vous être connectés. C'est super cool. Donc, on va parler d'un sujet qui, moi, en fait, m'intéresse particulièrement, heureusement d'ailleurs. Et donc, on va parler du changement de taille d'une équipe produit. Euh, alors, je vais parler du changement de taille propre aux équipes produits, mais ça peut s'appliquer aussi dans d'autres contextes. En tout cas, moi, je vais essayer de donner en fait bah, mes observations et les enseignements que j'ai tirés de mes expériences. Et donc, comment gérer ce changement tout en gardant une équipe heureuse, qui est vraiment un objectif pour moi super important, c'est de travailler dans un environnement où les gens se sentent bien, motivés, et surtout que on puisse sortir des produits qui créent énormément de valeur pour les utilisateurs. Donc juste avant ça, je vais me présenter un petit peu. Donc moi, mon prénom c'est Elisa, donc Elisa Girard.
Donc actuellement, comme l'a dit Marcel, je suis product manager chez Weevoo, et je suis en mission chez Le Parisien, donc le journal. Mais avant ça, donc j'ai été aussi product manager pour les applis mobiles chez Air France. Et pendant quelques mois product owner. Je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est déroulé comment j'ai géré ces deux casquettes, puisque ça a été une conséquence d'un changement organisationnel. Et encore avant ça, j'étais chef de produit, donc je m'occupais non pas d'un produit digital, mais d'un produit serviciel, de l'expérience à bord pour les cabines économie et premium économie. Donc ça fait maintenant presque 5 ans que je travaille dans ce domaine du produit, qui est finalement similaire, que ce soit du serviciel ou même du digital. Donc allez, let's go. Allons, plongeons dans le sujet. Du coup, je vais revenir un petit peu sur le choix du sujet et pourquoi j'ai choisi ce sujet, et surtout mes expériences qui m'ont permis de faire naître un enseignement et les points que je vais vous présenter. Donc, en tout cas, c'est ce que je vais ce dont je vais vous parler, c'est vraiment propre à mon expérience, mais je pense que ça s'applique à pas mal de personnes qui sont dans la même situation. Alors, c'est peut-être pas exhaustif, mais j'espère que je couvre quand même pas mal de choses. Donc, la situation numéro 1, donc vous voyez le gros point orange. En fait, ça représente l'équipe que j'avais au sein d'Air France, donc l'équipe mobile, qui était une équipe assez conséquente en termes de ressources. Une équipe qui était structurée d'une certaine manière avec des feature teams, etc. Donc, dans un environnement assez gros, puisque le Digital Air France, c'était environ 500 personnes. Ce qui s'est passé, la crise du Covid est arrivée et a donc bousculé l'environnement de cette équipe, ce qui a fait qu'on a dû changer l'organisation. Donc, la conséquence de cet événement de l'épidémie a fait qu'on a diminué la taille de l'équipe produit et on a dû faire des choix pour diminuer ses ressources. Donc, on a activé certains leviers pour diminuer la taille de l'équipe. Donc, juste pour vous rassurer, les personnes qui sont parties de l'équipe ont été soit, ont servi de ressources pour d'autres équipes, ou alors c'était des ressources, tout simplement des consultants qui, du coup, on a mis fin à leur mission. Dans ma deuxième expérience, c'est au sein du Parisien, où là, c'est la situation un petit peu différente, même si l'environnement qui a provoqué ce changement est quand même similaire. C'est tout simplement le fait que il y avait une petite équipe, enfin du moins plus petite que maintenant, dans un environnement un peu différent, parce qu'il y a eu pas mal de changements avec l'arrivée d'une organisation produit, mais surtout des ambitions fortes qui ont été provoquées par les changements d'habitude, je reviendrai là-dessus plus tard, qui ont fait qu'on a fait grossir l'équipe. Donc, dans un cas, on a le downsizing et dans un autre, on a de l'upsizing. Alors, je vais parler de ce joli escargot. Pourquoi je vais parler de ce joli escargot? Parce que il est assez représentatif de la chronologie du changement. En fait, qu'est-ce qui se passe quand un événement se passe? Quelle va être la chronologie du moment où il y a un événement au changement? Donc concrètement, cet escargot, il évolue dans un environnement français, on va dire même aux Pays-Bas. Il y a eu une étude scientifique qui a suivi énormément d'escargots en France et aux Pays-Bas. Et ils ont, pendant des années, ça a été une observation assez longue, ils ont observé un changement de la couleur de la carapace. Donc le changement de la couleur de la carapace, c'est une conséquence finalement du changement
environnementale, puisque pourquoi la couleur a changé? C'est tout simplement que la température de l'environnement de l'escargot a augmenté au travers des années. Et donc, pour réguler sa température, l'escargot a finalement changé de couleur, donc est devenu plus clair pour moins assimiler la chaleur et donc mieux réguler sa température. Donc, on voit vraiment que le changement a été provoqué par un événement. C'est ce que j'essayais de montrer avec cette métaphore. Il y a vraiment un lien entre un lien de cause à effet. Et donc, c'est important de prendre ça en considération pour comprendre l'environnement de mes deux expériences. Donc, en effet, lors de mes deux expériences, il y a eu une rupture externe très forte et elle a été la cause du changement, mais il peut y avoir d'autres causes du changement, d'autres types de ruptures. On ne parle pas que de l'épidémie, c'en est une parmi d'autres. Par exemple, on peut parler de l'intensification de la concurrence qui fait que la stratégie d'une entreprise peut changer ou non et qu'on va apporter du changement à l'organisation. Également, les développements technologiques, donc toutes les avancées technologiques font que les usages, les habitudes changent et que les entreprises doivent s'adapter. Donc après, il y a aussi des ruptures internes. Donc là, j'ai parlé principalement des ruptures externes, mais par exemple, même si c'est très triste, il peut y avoir la disparition d'un CEO et donc le remplacement de ce CEO peut provoquer également du changement au sein de l'entreprise et donc un changement de stratégie. Si on revient sur l'épidémie du Covid, qui a été du coup la cause du changement pour mes deux expériences, on voit très bien, on observe, même nous au quotidien, qu'on n'a plus du tout les mêmes habitudes. Ces ruptures, elles peuvent être donc soit très rapide, c'est-à-dire que comme l'épidémie du Covid, on s'y attendait pas, ça a été soudain, mais elle peut être aussi plus progressive. Donc, par exemple, le développement des technologies ou l'intensification de la concurrence, on peut se retrouver dans des ruptures plus longues. Donc, si on revient à mes deux expériences, vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai rajouté des cadres puisque ces changements, ils sont tout simplement propres et singuliers à chaque entreprise et même s'ils peuvent avoir la même cause. D'accord? Donc, dans mes deux expériences, comme je l'ai dit, c'est la cause de l'épidémie. On voit que tout simplement, que l'épidémie a créé un changement fort dans ces deux entreprises. Pour revenir aussi sur les habitudes, si on prend par exemple le cas de mon expérience chez Air France, tout simplement, ça a changé énormément de choses au niveau du domaine, du secteur du voyage, puisque les gens n'ont plus eu le droit de voyager ou beaucoup moins. Et donc, la mission de l'entreprise, en tout cas pas la mission, mais la stratégie de l'entreprise va être complètement touchée, va devoir s'adapter à ce changement d'habitude. Également, donc dans ma deuxième expérience chez Le Parisien, on voit que clairement, ce qui se passe, c'est que les gens ne peuvent pas se déplacer, par exemple, pour aller acheter leur journal en kiosque, mais ils peuvent le recevoir par la poste. Donc ça, c'est une option. Et surtout, ils peuvent le lire sur Internet. Donc les abonnements, par exemple, sur Internet vont augmenter normalement si on prend ce changement, le contexte et le changement des habitudes. Donc comme je disais, le changement, il est singulier, donc c'est un phénomène singulier, c'est important de prendre ça en considération, il n'est pas le même partout. Même si on a une même cause. Donc j'aime bien la phrase de March. Alors, il y a beaucoup de littérature sur le changement, donc je me suis un peu plongée, j'ai un petit peu plongé dedans, et j'aime bien sa phrase qui représente vraiment qui prend en compte et qui met en exergue le fait qu'un changement soit singulier. Donc ce qu'il dit, c'est ce que nous appelons changement organisationnel est un ensemble de réponses concordantes à diverses parties interconnectées de l'environnement. Donc
là, on comprend, même si elle est un peu, enfin, elle est pas forcément hyper simple à la première lecture, au niveau de la compréhension, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que, ben, tout simplement, même si on observe des tendances dans des entreprises en changement, ou en cours d'évolution, il faut bien prendre en considération que, ben, ce changement est singulier et qu'il dépend de plusieurs choses. Donc une entreprise, elle a un contexte. Donc un contexte, c'est un environnement en fait économique, structurel de l'entreprise. Il y a bien sûr le contenu. Le contenu, c'est plus la stratégie. Et le processus, c'est les interactions. C'est comment le changement va s'opérer au niveau de l'entreprise, les interactions entre les acteurs de l'entreprise, etc. Donc toutes ces strates, en fait, ces leviers de changement ou ces catégories, on va dire, font que le changement est singulier. Alors, on a parlé là pas mal de changements, mais avant tout, une entreprise, c'est une unité d'individus. Alors, j'ai regardé un petit peu les définitions d'entreprise pour un peu étayer mon propos, et c'est assez marrant. J'étais assez surprise parce que ben dans les définitions, on parle très peu d'individus. Alors que pour moi, une entreprise, c'est ben, avant tout une entité qui est constituée d'un ensemble d'individus. Alors certes, qui essaye de créer de la valeur dans monétaire, enfin de la valeur économique ou autre, mais avant tout, pour moi, c'est un ensemble d'individus qui a un objectif commun et qui est propre à l'entreprise dans laquelle il est. Donc pour moi, le changement, donc en ayant compris ça, pour moi, le changement, on ne peut pas parler de changement sans parler ben, de la dimension enfin, humaine de ce changement. C'est hyper important, puisque finalement, ce changement, il va être vécu directement par les individus qui le vivent. Donc reprenons un peu mes expériences pour rendre un peu plus concret ce que je viens de dire. Donc dans l'expérience numéro 1 chez Air France ou d'ailleurs chez Le Parisien, dans les deux cas, on voit que ben, l'entité, le rond que j'ai montré tout à l'heure, c'est pas seulement une entité, c'est un ensemble d'individus et que du coup, ben, on voit dans un premier cas, donc chez Air France, que ben, il y a une diminution de ces individus liée au downsizing et donc au changement organisationnel. Et vous pensez bien que bah, cette diminution d'effectifs va avoir un effet important sur le reste de l'équipe, euh, tant en termes d'affect, on verra après, mais ça a forcément un effet sur le reste de l'équipe. Dans le cas inverse d'upsizing, donc chez Le Parisien, ça en a un aussi, puisque même si c'est un changement plutôt positif, en tout cas à première vue, ça peut être très déstabilisant pour l'équipe et surtout ça change les interactions, enfin la nature des interactions, ou ça peut en tout cas changer la nature des interactions de l'équipe. Alors, donc là je vais raconter une petite histoire. Et je vous demanderai de vous imaginer un peu d'être dans ce cas-là parce que c'est important de se mettre à la place des personnes qui vivent ce changement et de comprendre pourquoi ils le vivent comme ça. Donc, je me promène dans la rue euh, de manière tranquille avec une de mes amies, bien sûr en respectant les mesures du gouvernement, hein, puisqu'on est en confinement, en Île-de-France. Et je me promène tranquillement, on discute de sujets, etc. Et on passe devant une école. En passant devant l'école, il y a un groupe d'enfants qui jouent au ballon. Et là, je ne vois pas le ballon arriver et je me le prends en pleine tête. Enfin, je le vois arriver, mais en tout cas, ma réaction est de juste rester immobile et de me prendre ce ballon en pleine tête. Première réaction, j'aurais pu réagir complètement différemment. J'aurais pu aussi marcher dans la rue et me prendre un ballon et tout simplement cacher le visage. Troisième possibilité, j'ai une réaction hyper, comment dire,
le ballon arrive et je le réceptionne. Je tends les mains, je le réceptionne. Donc on voit qu'en fait, une situation où il y a un événement qui se passe peut être vécu complètement différemment d'une personne à l'autre, d'un individu à l'autre, et donc fait émerger des réactions complètement différentes. Donc ça, c'est hyper important comment dire, de prendre ça en considération, puisque finalement, une équipe, elle est constituée de plein d'individus qui ont des ressentis différents et qui vivent le changement de manière différente. Surtout, on voit souvent avec le changement arriver une certaine forme de résistance. Alors à plusieurs niveaux, il y en a qu'on ne voit pas vraiment de résistance et qui est plutôt qui a un niveau d'adaptabilité assez fort et donc qui a un certain engouement derrière le fait de changer, d'apprendre, etc. Il y en a d'autres qui peuvent tout simplement avoir peur parce que le changement, ça peut faire peur, on perd nos repères, etc. Donc c'est important de se mettre à la place de ses collaborateurs et, et de les écouter. Donc moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, dans le changement, on va tout de suite, on se dit, bon, allez, il faut aller vite. Souvent, on a une pression assez forte où il faut changer, mettre des choses en place, etc. Et on ne prend pas le temps. Moi, la première, parfois, en tout cas, ça m'est arrivé dans mon expérience chez Air France, de tout de suite vouloir délivrer, repenser tout, essayer de trouver des solutions sans avoir même pris la peine d'écouter mon équipe. Donc, se soucier de l'autre, c'est hyper important et ça permet en plus de créer du lien dans l'équipe. Parce que de créer du lien entre le product manager et les autres personnes et les autres collaborateurs, les autres acteurs de l'équipe produit, donc le product manager, les développeurs. Chez Air France, on avait des business analysts, mais donc tous les acteurs, les testeurs, etc., etc. Tous les acteurs qui peuvent constituer une équipe produit. Donc c'est vraiment vraiment important. Et ça permet aussi une chose qui pour moi est primordiale avant tout et qu'on fait en fait quand on réfléchit à un produit en général, c'est de comprendre le besoin de la personne qui est en face. Donc comprendre son besoin, ses peurs, sans bien sûr les vivre et être trop je parlerai de l'empathie juste après, mais sans aller à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est vraiment important de comprendre ce besoin et aussi de relever du coup les points d'alerte. Par exemple, de voir que quelqu'un a peur de ce changement, de comprendre. Alors ça peut être tout simplement en créant un moment informel autour d'un café. Alors là, c'est difficile en ce moment puisqu'on est en télétravail, mais en tout cas, pour la plupart, en tout cas moi j'étais en télétravail à ce moment-là, donc c'est compliqué, mais ça peut être aussi via Slack, tout simplement demander comment ça va, ou alors lors d'un call en one-on-one, tout simplement demander de prendre un petit peu la température. Ça peut être aussi la mise en place d'outils. Alors je pense au rétro par exemple, voir comment se sent l'équipe, c'est important parce que ça permet de prendre un peu la température et d'anticiper les points, les risques associés au changement au niveau de l'individu. Donc un individu, par exemple, pourrait avoir peur d'endosser un nouveau rôle. Et si on l'écoute pas et on l'entend pas, on mettra rien en place pour l'aider à vaincre cette peur-là. Donc la deuxième chose qu'on fait aussi, tout simplement dans la réflexion, dans la discovery produit, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur. Donc là, c'est pas forcément se mettre à la place de l'utilisateur, mais c'est de se mettre à la place de ses collaborateurs. Donc ça va avec l'écoute, hein, puisque ça permet de comprendre dans quel état il est et de comprendre son niveau de résistance. Donc c'est hyper important.
Ça permet aussi, du coup, comme mon point précédent, d'appréhender les éventuels problèmes et de trouver des solutions, en tout cas d'adapter à l'individu des solutions propices. Alors, juste avant de passer à cette slide, je voulais juste revenir sur un point que je n'ai pas évoqué. D'ailleurs, on pourra revenir peut-être à cette slide-là. Donc moi, dans ces deux expériences, j'étais product manager. D'accord. Donc pour moi, le product manager, c'est avant tout. Donc tout le monde n'a pas forcément la même définition du product manager. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de comprendre quelle était ma position dans cette équipe. Donc moi, j'étais vraiment le product manager, je me voyais comme la chef d'orchestre. Je n'étais pas la manager directe des collaborateurs avec qui je travaillais. Donc je n'étais pas leur manager, mais c'était moi qui leur donnais du sens, en tout cas comment dire, leur donner le sens vers le produit vers lequel on voulait aller. Ouh là là, ma phrase n'avait pas forcément super beaucoup de sens, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'était pour moi, mon rôle, c'était vraiment de leader l'équipe vers un produit, vers une vision produit. Et donc, c'est important de prendre ça en considération parce que ma posture n'était pas la même que si j'étais le manager direct des collaborateurs. Autre chose qui pour moi est vraiment primordial et qu'on oublie souvent de faire. Encore une fois, moi je l'ai fait, hein, c'est-à-dire de pas donner de visibilité. Donc par exemple, les collaborateurs, donc il y a énormément de changements dans l'entreprise, la stratégie change, les objectifs de l'entreprise changent en relation avec ce qui s'est passé à l'extérieur. Et pour moi, c'est vraiment important que on communique tous ces changements à l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils comprennent en fait pourquoi on a choisi, pourquoi les choix qui ont été faits ont été faits, et qu'ils comprennent aussi tout simplement dans la direction dans laquelle l'entreprise veut aller. Donc, en tant que product manager, on peut avoir ou pas d'impact sur cette stratégie globale, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut permettre de redescendre, en tout cas de donner de la visibilité, de communiquer avec l'équipe tout ce qu'on sait pour donner du sens à ce changement. Donc, la communication, elle est vraiment importante. Si on prend l'exemple des deux portes, de ces deux portes-là, on a une première porte qui est fermée. Où du coup on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Donc, une personne qui a peur, un collaborateur qui a peur, si on lui dit vas-y ouvre la porte, il peut avoir énormément d'appréhension, surtout c'est opaque. Donc il ne sait pas dans quelle direction il va aller. Est-ce que derrière il y a une forêt? Est-ce que derrière il ne sait pas. Il est vraiment dans un dans l'obscurité, c'est ce que j'ai dit, mais c'est un peu ça. Deuxième cas, on a une porte qui est ouverte, donc en fait qui pour moi représente le fait de communiquer, qui donne de la visibilité aux collaborateurs. Donc tout simplement dans ce cas-là, en donnant de la visibilité, la personne a moins peur, même si l'univers qui est derrière la porte peut faire peur, parce qu'il n'est pas complètement dessiné ou peut-être un peu imprécis. Mais en tout cas, ça donne des éléments pour mieux appréhender vers là où on va, la direction dans laquelle on va, et surtout, ça lui donne aussi l'impression, ou même pas, c'est pas une impression, ça lui donne oui, je sais pas, j'ai pas le terme autre que l'impression, mais il fait partie en fait de ce changement. Oui, il fait partie de ce changement et de l'évolution. Donc, mon troisième point, au niveau de l'individu et pour rassurer et pour tout simplement désamorcer ces résistances, la communication, c'est clé. Pourquoi? Parce que c'est un facteur de compréhension du changement, comme je viens de l'illustrer avec les deux portes, et ça permet surtout de créer un climat de confiance. Donc, par exemple, chez Air France, j'ai eu tendance à directement aller vouloir chercher
à trouver des solutions, etc. Et à peut-être mettre la communication un peu en deuxième plan. Et donc, la communication qui venait pas forcément que de moi, hein, qui venait aussi du management, qui venait de l'entreprise en tant que telle. Mais je suis un vecteur de communication en tant que product manager. Si je sais des choses, je dois le faire savoir à mon équipe pour qu'elle aussi comprenne où on veut aller. Et donc, ça, c'est très important. Donc, je peux être le vecteur de communication, c'est-à-dire aller demander au management qui a peut-être plus d'informations que moi de communiquer à l'équipe ou de mettre des points réguliers de communication pour les rendre, enfin pour créer un flux de communication continu et pas les avertir juste une semaine avant le changement ou enfin un changement, comment dire, une conséquence de ce changement-là. Par exemple organisationnel ou un choix d'outils ou qui découle de ce changement. Et je peux être en tant que product manager également, tout simplement la personne qui communique via différents moyens. Ça peut être de la communication via des points, le fait des workshops, réexpliquer par exemple le pourquoi du changement, enfin prendre du temps en tout cas pour communiquer. Et la communication crée aussi du coup vraiment un climat de confiance au sein de l'équipe, qui pour moi est vraiment, enfin, en tout cas en tant que product manager, une de mes valeurs fortes, c'est ce que je prône et ce que je veux, c'est que mon équipe se sente bien et qu'on arrive à travailler dans un environnement propice à un travail agréable. Qui d'ailleurs a un effet aussi sur la productivité, bien évidemment. Donc si on reprend les 2 expériences, j'ai un peu illustré, au cours de mon propos, mais on voit très bien que dans les 2 équipes, enfin j'ai illustré, ce que j'ai dit, donc la communication, l'empathie et l'écoute dans les équipes et on voit du coup que se crée un lien, entre les individus. C'est plus simplement un groupe, mais c'est vraiment une équipe. Et donc, l'équipe, elle permet de travailler tout simplement vers elle va dans le même sens. Et en tout cas, ces 3 points permettent de favoriser le mouvement vers une même direction. Du coup, Elisa, Oui. on a une question de Laurent qui te pose la question. Mais qui est-ce qui portait les messages Tu vois, le changement de la taille, l'explication du contexte. Est-ce que c'était que toi? Est-ce que c'était que le management? Comment est-ce que ça se passait dans tes différentes expériences? Si on prend le cas, par exemple, d'Air France, il y a bien sûr, il y a eu une accélération qui a fait qu'il y a eu une émulation au sein de l'entreprise. Donc les messages au début n'étaient pas forcément donnés par le top management, enfin en tout cas oui, le top management de l'entreprise, même s'ils avaient des messages, mais c'était pas forcément, on n'arrivait pas à comprendre comment aller impacter, comment nous on allait être impacté, enfin, l'équipe produit. Du coup, moi, j'ai essayé à mon niveau de communiquer au mieux, en tout cas avec les informations que j'avais. Donc, bien sûr, il y avait mon niveau. Ensuite, on a eu des messages de manière régulière toutes les 2 semaines qui ont été mis en place par le management au niveau digital. Et petit à petit, suite à tout simplement suite à l'évolution de la crise, là, l'entreprise, enfin, le top management de l'entreprise a commencé à mettre en place des points. La difficulté dans tout ça, c'était de synchroniser, d'avoir des messages cohérents et surtout de rendre les messages concrets, ne pas trop papeurer, même si, et être transparent sur les peurs, etc. Et pas cacher le fait que on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais en effet, je pense que la communication doit se faire à tous les niveaux et de manière la plus synchronisée possible. Et que souvent, on omet, on pense que c'est pas. On la met en deuxième plan, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial pour, pour manager le changement au mieux. Sinon, merci à Lodi pour le follow et merci à Renaud pour le follow. Et il y a Rem qui te pose une autre question.
Comment maintenir ce climat pardon, de confiance et cette transparence lorsque l'on ne contrôle pas certains impacts concrets, comme la réduction des effectifs, la réorganisation, le changement de stratégie? C'est encore à un niveau au-dessus, ça peut être à un niveau entreprise. Comment est-ce que tu fais justement pour maintenir ce climat de confiance? Est-ce que tu as des tips? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas que tu as pu essayer justement? Oui. Comme je disais, en fait, même quand on maîtrise pas certains des leviers, hein, clairement, par exemple, dans le cas d'Air France, la réduction de l'effectif, c'est une conséquence d'un choix qui s'est fait au niveau, au niveau au-dessus de moi. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, pour moi, il faut vraiment être transparent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, ah ben, on dit rien, ou on n'explique pas parce que ça vient pas de moi. Si, ou alors il faut même aller demander à celui qui a pris la décision, même si c'est, ou à l'étage d'au-dessus, enfin la strate hiérarchique d'au-dessus, pour avoir tout simplement de la visibilité et leur dire que c'est important d'avoir cette visibilité. Donc pour moi, même si on n'a pas tous les éléments, c'est quand même, c'est exactement le dessin que je montrais tout à l'heure avec les deux portes. C'est-à-dire que même si on connaît pas tous les pourquoi du comment et que c'est pas nous qui avons pris ces décisions, et donc que le dessin, par exemple, il pourrait être beaucoup plus parfait et avoir des couleurs, etc., et être beaucoup plus précis. Mais c'est quand même bien de donner les éléments qu'on a en sa possession en mettant bien en exergue que c'est ce qu'on a comme élément, on n'a pas tout. Et que nous aussi on a peur et ne pas avoir peur tout simplement d'avoir des sentiments, des émotions dans ces cas-là, ce qui permet pour moi de créer aussi de l'empathie du coup chez ses collaborateurs et de travailler dans un climat plus humain. Ouais. Du coup, tout à l'heure, je posais aussi la question, est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui ont vécu des downsize ou des upsizing assez conséquents? Et donc, on a TNT Nico qui avait dit que dans le cadre d'un rachat, changement de taille d'équipe avec problématique potentielle de doublon, car produit très similaire, donc forcément, il doit y avoir des upsize et des downsize. Et Laurent, justement, qui est passé de 20 personnes à 8, puis à 15, donc en 2 ans, donc Oui. ça fait vraiment un V. Et justement, à Laurent et à Nico, et peut-être à d'autres, si vous avez vécu aussi ce genre de choses, justement, qui portait ces messages-là de changement de taille et pour rassurer aussi les collaborateurs? Donc Rem et Laurent justement te remercie pour les réponses. Et Lodi qui écrit parfois le management de proximité est dans une position bancale, fait tampon entre des collaborateurs sans visibilité et une direction qui refuse de prendre le temps d'en donner. Ils sont même parfois sollicités dans le changement sans leur laisser le temps de la discussion pour avancer vite dans le projet, comme vous le disiez. Et c'est vrai, des fois on se retrouve en fait entre les deux et il y en a un qui ne veut pas donner de l'information et l'autre qui veut avoir de l'information. Et donc comment est-ce que tu fais pour manager un petit peu tout ça? C'est assez compliqué. Mais du coup, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi je pense que dans ces cas-là, il faut être transparent et dire, bah voilà, pour l'instant, on n'a pas de message, on n'arrive pas, on n'a pas les messages euh, pour le moment. C'est des choses qui vont potentiellement arriver et faire remonter aussi du coup au management quand il y a vraiment un besoin de communication, parce que je pense que dans certains cas, c'est une volonté de leur part de pas communiquer, mais dans d'autres cas, c'est aussi juste un manque de temps parce qu'on se trouve dans un paradigme qui va. Enfin, il y a une accélération d'événements qui font que ils mettent la communication pas forcément dans leur priorité. Et pour finir, avant que tu puisses réenchaîner, il y a Rem qui écrit aussi: j'ai vécu des arrêts de produits assez soudains, pas bien expliqués et sans sollicitation du PM. Et c'est destructeur pour les équipes et la motivation. Et Laurent qui répond du coup à ma question de tout à l'heure, qui dit le message stratégique, le contexte porté par le CEO. Message organisationnel, repositionnement des produits, des périmètres, des jobs, c'est porté par lui donc en tant que CPO, avec une politique forte de porte ouverte pour laisser les personnes s'exprimer à tout moment. Difficile de réagir dès que les messages sont reçus. Et Tin qui dit chez nous on est passé de 20 à 6, départ et scission d'équipe, pas beaucoup de communication, mais on a toujours averti en amont pour qu'on garde la confiance avec nos managers. Donc c'est vrai que ça a l'air On d'être... voit, ça illustre vraiment que la communication, pour moi, c'est clé dans le changement. On voit que le changement, c'est vraiment, il est vécu par les individus avant tout et que du coup, ils ont le droit de savoir ils ont le droit tout simplement de savoir et aussi
se manifester et de faire part de leur ressenti et vision sur ce changement. Donc c'est vraiment important de mettre ça en place, même si parfois c'est pas si facile que ça en a l'air. Donc je pense que clairement c'est important aussi. Enfin parfois on dit que l'entreprise, enfin il y a plein de motivations chez l'individu. Enfin l'individu trouve au sein de l'entreprise plein de motivations. Il y a des motivations aussi intrinsèques et parfois une personne fait partie d'une entreprise parce qu'il partage ses valeurs. Donc si ces valeurs-là par exemple ont complètement été pas respectées, on se sent un peu trahi. Et donc pour moi, cet environnement de communication il est primordial pour désamorcer quelque chose qui peut être vraiment fatal en fait pour l'équipe et pour aussi la motivation et la performance de l'équipe. Top. En tout cas, merci d'avoir posé vos questions. N'hésitez toujours pas à poser vos questions et justement, Elisa y répondra à la fin. Et merci Farah pour le follow. Est-ce que c'est Farah de Aix-Marseille Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans le chat. Et je te laisse la main, Elisa. Ok. Du coup, on passe à une étape suivante. Donc là, on a parlé de l'individu, etc. Enfin, de l'individu. Maintenant, on va parler plus de l'équipe. Donc, une équipe, bien sûr, c'est un ensemble d'individus, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Mais si on rajoute donc un maillon ou on en enlève un, l'enchaînement, en tout cas entre les acteurs, de l'équipe, peut ne pas se faire ou mal se faire, ou ça change tout simplement la manière les enchaînements. Du coup, je vais donner quand même un exemple pour étayer le point que je viens de donner ici. Par exemple, au sein d'Air France, on a eu donc avec le downsizing, la diminution de l'équipe, on n'avait plus de testeurs. Donc plus de testeurs, ce qui veut dire que on peut pas sortir un produit sans l'avoir testé. Concrètement, en tout cas, moi PM, je ne veux pas et PO non plus. Donc, pour assurer la qualité du produit, il a fallu qu'on teste. Donc, comment on fait? Donc, on a enlevé clairement un maillon de la chaîne. Donc, il a fallu que ce rôle soit pris au sein de l'équipe, ou en tout cas soit divisé au sein de l'équipe, pour que on puisse tester. Donc, il a fallu que tout le monde mette la main à la pâte pour pouvoir tester. Cas différent chez le Parisien, là, on nous a rajouté un maillon. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'avait pas de QA au sein de l'équipe. Un QA est arrivé. Donc, il faut faire de la place au QA. Parce que tout simplement, c'était pas lui qui faisait les tests. C'est le cas inverse. C'était le PO dev et parfois le PM qui faisait les tests. Maintenant, c'est le QA. Donc, il faut réussir à trouver les bons process, même au sein des outils, par exemple des boards Jira, etc. Comment on matérialise ce changement d'enchaînement de process dans notre fonctionnement. Moi, un point que je trouve hyper important et parfois on l'oublie, et encore une fois, moi la première, tout ça c'est vraiment des enseignements, donc j'ai fait les erreurs ou en tout cas je n'avais pas forcément compris l'intérêt de certains points où on me disait, je me disais c'est un peu de blabla, etc. Mais non, clairement non. Donc le point c'est de dire, on est une équipe, le product manager, certes il est chef d'orchestre et il donne la vision, mais il doit aussi collaborer avec l'équipe. Alors moi, tous les product managers sont pas en charge de ça, mais en tout cas, dans mes 2 expériences, j'essaye d'améliorer les process au sein de l'équipe et faire en sorte que ça soit qu'on gagne en efficience et en productivité. Donc, pour moi, les changements et en tout cas les solutions qui doivent être apportées à ce changement au sein de l'équipe, donc par exemple les process, c'est pas à moi de les imposer. Pourquoi? Parce que au quotidien, c'est pas moi qui les pratique. C'est pas mon expertise, par exemple, d'être testeur.
C'est pas moi qui vais dans le board Jira changer par exemple le ticket, etc. Donc il faut réfléchir de manière collégiale et collaborative avec l'ensemble de l'équipe, ou en tout cas des acteurs qui sont concernés, pour trouver des solutions qui soient adaptées et pas juste utopiques. Donc pour moi, le fait de prendre du temps, alors certes, ça parfois dans un comment dire, un environnement où on est très pressé, on doit livrer, etc., le plus possible, c'est compliqué de prendre ce temps, mais pour moi, il est primordial de prendre ce temps-là. Donc soit par exemple se prendre 1 heure et se dire bah voilà, on a tel problème, on a identifié tel problème, et d'ailleurs en fait de communiquer permet aussi de faire émerger certains problèmes qu'on n'avait pas forcément identifiés dus au changement. Donc ça permet déjà d'identifier les problèmes et de trouver des solutions qui aillent à tout le monde. Pour moi, une chose aussi super importante, c'est que ces changements de process doivent être actés et reconnus, compris par tout le monde dans l'équipe. Pourquoi? Parce que si c'est une décision qui est juste prise par une personne ou deux, même si ça les concerne directement, ça va impacter toute l'équipe. Par exemple, je prends l'exemple de mon board Jira. Si je rajoute une colonne en disant bah voilà, test, ou que je rajoute un label pour dire que c'est le dev qui va tester telle chose, et le PO telle chose, puisqu'on n'a plus de testeurs, il faut que tout le monde ait compris ça. Parce que si le PO a juste pris la décision avec un développeur, par exemple, le tech lead, je ne sais pas, bah, toute l'équipe n'est pas au courant. Donc je pense que vraiment, ça doit être acté. Autre chose, si on décide, par exemple, on reprend le cas du testeur, donc on n'a plus de testeur et que le rôle est repris, par exemple, par le PO, il faut que le PO soit d'accord que de reprendre ce périmètre-là. Donc, il faut vraiment que, grâce à la communication, encore une fois, la collaboration se fasse et qu'on n'impose pas juste des solutions qui ont été réfléchies par une personne. Un autre point qu'on retrouve souvent finalement dans la conception d'un produit, en tout cas dans une organisation produit, l'itération. Bah, pour moi, dans un environnement de changement, surtout le changement, il se fait pas ah ben on est lundi, on change les choses, mardi on arrive, tout est changé. Non. Le changement, il se fait sur une durée. Le changement, il peut être aussi en dents de scie, puisqu'on peut aussi avoir des comment dire, des facteurs de changement qui peuvent évoluer au fil du temps, des stratégies qui sont pas forcément mises en place, des objectifs à plus haut niveau et donc qui évoluent. Donc, pour moi, il faut vraiment se dire que on est dans l'itération, même au niveau de l'équipe et donc de la mise en place de ces process. Donc, pour moi, il faut accepter que la solution qu'on met en place à un moment A, ça puisse ne plus être la solution du moment B. Et donc ça, c'est aussi reconnaître, défaire, refaire, bien sûr, justement, pas juste s'amuser à faire, défaire, il faut qu'il y ait une raison, mais c'est hyper important d'accepter qu'on se soit trompé, ou qu'on n'ait pas pris tout en considération, ou tout simplement qu'une personne ait réfléchi dans l'équipe y arriver, pardon, et une idée à un moment, et donc accepter d'itérer au sein de l'équipe pour améliorer la manière de travailler, et c'est hyper important. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, au sein du Parisien, la recette, par exemple, des designs, au début, on s'était dit, on va le faire au fil des tickets. Comme ça, au fil des tickets, le designer va faire ses retours pour être pixel perfect, par exemple. Et finalement, on se rendait compte que ça prenait énormément de temps, que et aux designers et aux devs, donc c'était pas forcément la bonne idée. Donc on a dit finalement, est-ce qu'on n'attendrait pas que la page soit terminée pour faire la recette? Donc ça a été une proposition de l'équipe, et donc on a essayé.
Et finalement, on est revenu à une autre manière de faire. On s'est dit, finalement, pourquoi on ferait pas plutôt un workshop d'une demi-heure entre les devs et le designer, plutôt que chacun se fasse dans son coin la recette, et ça sera peut-être plus efficace. Donc là, on avait une problématique de temps, et c'est souvent le cas pour livrer plus vite. Donc c'est un exemple d'itération. Alors je dis pas que c'est la bonne solution, mais en tout cas, c'est la réflexion, l'évolution de la réflexion qu'on a eue. Donc j'aime bien cette petite expression, clairement, et tout le monde l'a dit, enfin, ce que j'entends souvent, Rome ne s'est pas faite en un jour, et donc ça vaut aussi pour l'équipe. Un troisième point qui, pour moi, est primordial, et ça, je l'avais pas hyper bien compris jusqu'à très peu de temps. Je le faisais de manière sans en avoir vraiment pris conscience, mais ça a pris son sens très dernièrement. On a eu, par exemple, au sein du Parisien, deux nouveaux arrivés, enfin deux nouveaux devs, deux nouveaux arrivants. Et pour moi, il était juste, je m'étais même pas posé la question de savoir si ils connaissaient les outils donc là c'était Figma par exemple. Ils connaissaient les outils qu'ils allaient utiliser pour faire les développements. Concrètement, si les développeurs ne connaissent pas les outils, ça leur prend du temps, qu'il n'y a pas, par exemple, qu'on n'a pas documenté, par exemple, les API ou etc., qu'on n'a pas pris le temps de documenter, d'avoir des outils, des vidéos, de prendre le temps, par exemple, d'expliquer à la personne. La personne, elle va... Parfois, il y en a qui vont dire « Ah, je comprends pas, je sais pas », mais d'autres qui vont pas le dire. Donc, l'accompagnement, il est clé. Et donc ça, c'est hyper important. Pareil, souvent quand on a un upsizing, donc on peut avoir par exemple une product team qui se split en deux, par exemple, parce que on est devenu trop gros et on peut pas être juste, il peut pas avoir juste un PO, etc. C'est important que tout le monde comprenne pourquoi on fait ça, comment on fait ça, et surtout qu'on mette pas tous les nouveaux dans une équipe et puis tous les anciens dans une autre. Il faut qu'il y ait vraiment cette idée de transmission de connaissances pour faciliter en fait et accélérer, on va dire, la transition. Donc ça, c'est un exemple. Mais pour moi, la montée en compétences, elle est vraiment hyper importante. Donc ça peut être la montée en compétences. Là, j'ai donné l'exemple d'un outil, mais aussi du fonctionnement. On n'évolue pas tous, dans les mêmes environnements. On vient pas tous, on n'a pas tous le même background. Donc c'est vraiment important de comprendre que la montée en compétences permet, donne la possibilité d'avoir une meilleure transition. Donc si on revient à nos deux équipes, alors je suis vraiment désolée pour la représentation, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc on voit que clairement, l'équipe, il faut pas que ce soit une équipe pyramidale, hein. Normalement, en équipe produit, ça l'est pas. Mais il faut vraiment qu'on prenne en considération que tous les collaborateurs doivent avoir le même niveau d'information, ou au mieux, en tout cas avoir un niveau d'information cohérent et que ça soit il y ait plus de transparence possible. Moi, c'est hyper important pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Donc, c'est pour ça que je les ai représentés de manière horizontale dans les deux équipes. Et l'accompagnement hyper important, donc avec la petite main, qui pour moi donc est vraiment clé dans le fait de changer de manière efficace, et surtout que le changement puisse se faire. Alors, on passe à la troisième étape. Donc, on a parlé de l'individu, on a parlé de l'équipe, et là, maintenant, on va parler d'une troisième strate, en tout cas, qui est le produit. Enfin, oui, le produit en soi. Alors, pourquoi j'ai mis des sardines ? Est-ce que c'est par rapport à moi, du coup, Elisa? Voilà, c'est ça. Exactement par rapport à toi. Du coup, non, parce que je viens de Marseille, donc généralement on nous appelle les sardines. Du coup, petit coucou à Farah aussi qui est dans le chat. Bon, promis, je ne chanterai pas. Non, mais pourquoi j'ai mis des sardines ? Tout simplement parce que souvent, quand il y a un changement, on dit toujours plus. En gros, on veut toujours plus. Le management veut toujours plus. Donc, dans un cas,
où on est en downsizing, tout simplement, on a moins de ressources, mais souvent, on nous demande de faire autant, ou même plus, ce qui est un peu absurde, mais c'est souvent quelque chose qu'on nous demande. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Et l'autre facette, donc l'upsizing, tout de suite, on augmente les effectifs, donc on va pouvoir gravir des montagnes, quoi. Faire un produit super méga génial. Je dis pas qu'on peut pas faire un produit super méga génial, mais en tout cas, on peut pas le faire tout d'un coup. Donc, la boîte de sardines, on peut pas mettre plus que ce qu'elle ne peut contenir. Donc pour moi, un truc hyper important, et souvent on le fait, mais on ne matérialise pas, ou on prend encore une fois, on prend pas le temps de le faire bien. Donc l'entreprise a une nouvelle stratégie, en général la vision ne change pas, mais la stratégie va changer en lien avec le changement la rupture externe, et les objectifs changent aussi. Donc si tout ça change au niveau de l'entreprise, il faut qu'aussi au niveau de l'équipe, ça change. Donc il faut en prendre en considération les ressources qu'on a, la vélocité, etc. Pouvoir prioriser par rapport à cette vélocité. Donc il y a plein d'outils, plein de méthodes. Nous, au Cher France, on utilisait la WSJF. Le Parisien, on n'utilise pas cette méthode-là, mais ça permet du coup de prioriser et de savoir ce qui va rentrer ou pas. Et c'est hyper important de se dire, donc je retraduis ce que je viens de dire, donc d'adapter les objectifs à la stratégie, et ensuite de savoir ce que son équipe, ou en tout cas même parfois on peut pas le savoir parce que c'est vrai que elle change de manière drastique, donc la vélocité elle est un peu difficile à estimer, on sait pas trop, mais même essayer, en mettant bien sûr le niveau de confiance, etc. Si on communique au sein de l'équipe pour pas que ça soit déceptif. Mais en tout cas, essayer au mieux d'adapter les objectifs et la roadmap produit en conséquence des changements. Donc ça, c'est pour moi hyper important. Et moi en tout cas, ça m'a aidé de le retranscrire sur papier. Pas juste l'avoir dans la tête, de vraiment faire l'exercice, de se dire, alors du coup, en quoi, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Et donc la priorisation va permettre aussi de réduire ou d'augmenter la taille de sa backlog, mais de pas surestimer ce qu'on peut faire, créer du stress du coup au sein de l'équipe parce que il faut livrer, il faut y arriver, on a des objectifs, etc. Donc il faut rester objectif sur ce qu'on est capable de faire. Et surtout, prendre en considération qu'on est dans une équipe qui vient de changer, qui vient d'évoluer, que ce soit en grossissant ou en diminuant, que du coup, il y a aussi un accompagnement à faire, qu'il faut communiquer. Donc tout ça, il faut le prendre en considération dans son planning parce que c'est important et ça permettra à terme ou même à court terme de mieux livrer. Et surtout de livrer de manière dans une équipe qui est, j'espère, heureuse. Aussi hyper important, cet exercice, ça permet de communiquer avec l'extérieur, donc l'extérieur de l'équipe, donc avec le management, donc de soit l'alerter sur les choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas prendre, et de lui expliquer pourquoi. Ça, c'est hyper important. Et une autre chose, aussi communiquer avec les stakeholders. Pourquoi on a parlé de transparence au sein de l'équipe, mais c'est hyper important d'être transparent aussi en dehors de l'équipe pour tout simplement qu'ils comprennent pourquoi certaines choses n'ont pas été priorisées ou le seront plus tard. Alors, autre chose, que d'ailleurs c'est en suivant un conseil de Marcel, il faut adopter la bonne méthode. Pourquoi? Parce que souvent on est... en tout cas, il faut se poser la question, est-ce qu'on a la bonne méthode par rapport à ce qu'on vit au sein de l'équipe? Exemple typique chez Le Parisien, on a un très gros enjeu, on doit livrer quelque chose bientôt, quelque chose qui est assez lourd, avec une équipe, donc, comme j'en ai parlé, qui est nouvelle, avec des nouveaux arrivants, etc., etc. Et donc,
il faut se poser la question, est-ce que la méthode Scrum est la bonne? Est-ce que ça me permettra de livrer, en tout cas d'atteindre l'objectif qu'on m'a donné, qui est ce gros projet? Est-ce que c'est la meilleure méthode? Donc, non, c'est pas forcément. Et on a adopté la méthode Scrum. Ce qui fait qu'on refine et on nourrit la backlog, parce qu'on a eu un problème au début où notre backlog était pas assez, alimenté. Ce qui nous permet d'alimenter plus régulièrement notre backlog et tout simplement de pouvoir livrer et pas d'attendre le refinement d'après pour pouvoir livrer, que les devs aient toujours à manger. Enfin, en tout cas, à produire. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important pour s'adapter au changement. Autre chose que moi, j'ai expérimenté, et même si c'est hyper dur à faire, parce que pareil, j'ai parlé du fait que le changement, souvent, ça génère une pression. On est souvent dans un tunnel, on doit livrer, on doit changer, on doit réfléchir, on doit communiquer, être à l'écoute. Donc ça demande énormément de choses. Alors, souvent, c'est aussi pour ça qu'on est product manager. Hein. C'est normalement, de nos qualités, c'est de pouvoir gérer plein de choses en même temps. Mais c'est pas toujours facile. Et donc, souvent, on oublie un peu la dimension du produit, dans le sens où on réfléchit plus au produit en tant que tel. On est tellement dans l'équipe, dans le fait de vouloir rendre l'équipe heureuse et que ça soit efficace et qu'on arrive à atteindre nos objectifs, qu'on en perd un petit peu l'essentiel, c'est-à-dire le produit et surtout l'utilisateur. Donc, dans ces moments-là, je pense qu'il est parfois préférable de aussi prendre du temps pour se mettre à la place des utilisateurs et bien comprendre ces changements d'habitude. Parce que, oui, clairement, par exemple, avec le Covid, on a parlé du fait que chez une personne ne va pas forcément prendre l'avion, ou si elle le prend, elle a des appréhensions. Donc, elle attendra pas la même chose d'une entreprise qui travaille dans le voyage. Donc, par exemple, si je loue une maison pendant mes vacances hors confinement et je veux savoir si la maison a été lavée, en tout cas bien, que ça respecte ces mesures d'hygiène, que du coup, je sais pas, il peut y avoir plein de demandes, que à côté de cette maison, il y a un hôpital, je sais pas, je dis n'importe quoi, parce que on a peur ou voilà. Donc il faut essayer de comprendre l'utilisateur dans ce nouveau paradigme pour pouvoir tout simplement créer un produit qui réponde à ces nouvelles habitudes. Et donc se détacher de des apprentissages qu'on a eus en amont du changement, puisque forcément l'environnement va changer et donc a changé. Et donc il faut comprendre ce qui se passe et garder un lien avec l'utilisateur. Donc comme on a en général une perte de temps à allouer à la recherche utilisateur, essayer de trouver des moyens rapides, donc soit avoir les retours utilisateurs via le service client, par exemple, ce qu'on essaie de faire au sein du Parisien, ou alors aller, dans le cas d'Air France, aller en aéroport et parler avec les voyageurs, des choses qui sont faciles à mettre en place, peu chronophages, et qui permettent tout simplement de garder un lien avec l'utilisateur. Je parlais d'empathie tout à l'heure avec les collaborateurs, mais il faut aussi pas perdre cette notion d'empathie avec l'utilisateur, c'est hyper important. Et surtout qu'il y a énormément d'outils, je pense à Hotjar, etc., qui permettent de revoir des sessions utilisateurs, donc qui permettent rapidement de voir ce qui se passe sur notre produit, potentiellement les changements aussi sur le produit liés aux changements externes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose. Enfin, ce serait mon dernier enseignement des 2 expériences dont j'ai parlé. Donc pour terminer, mon super dessin. Donc là, on voit qu'on a tout ce que j'ai voulu, enfin tout ce que j'ai évoqué, tous mes enseignements
voilà, de ces expériences d'upsizing et de downsizing. Donc, on voit en effet que chaque entreprise a son propre cadre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le fait que le changement peut être que le changement est singulier. Donc, il dépend vraiment d'une structure, structure économique, etc. Des gens qui en font partie, aussi de la stratégie choisie, donc pour les deux entreprises. On voit aussi donc que l'équipe qui a upsizé ou downsizé doit prendre en considération l'individu, donc l'écouter, être empathique, et aussi tout simplement l'accompagner en tant que product manager, accompagner les individus qui constituent cette équipe. Également, donc, au niveau de l'équipe, il faut créer un climat de confiance grâce à la communication, à la transparence. Ça, c'est hyper important. Et vraiment, je mets un point d'honneur, même si c'est pas toujours facile, et on l'a vu avec les questions et les remarques, c'est vraiment pas facile, mais c'est hyper important. Donc voilà, avoir des objectifs qui sont faisables, ça, c'est hyper important aussi. La communication, qu'elle se fasse au sein de l'équipe, mais aussi en externe, donc avec les stakeholders, le management, que ça soit quelque chose que tout le monde soit au courant des objectifs de l'équipe, les objectifs produits. Donc ça, c'est super important. Et donc garder toujours un œil sur l'utilisateur, puisque finalement on construit quelque chose pour l'utilisateur. Et donc c'est hyper important, et d'autant plus dans un environnement en évolution, de garder, d'être à l'écoute de cet environnement. Donc voilà. Et merci Elisa. Du coup, il est déjà 13h40. On a dépassé un petit peu du temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on clôt un petit peu ce webinar. En tout cas, c'était super clair. Moi, j'avais une vraie question sur. Tu parles d'événements, donc qui apportent à chaque fois potentiellement une réaction, qu'elle soit positive ou négative. Il y a des événements en fait où tout le monde va avoir le même type de réaction. Par exemple, tu gagnes au loto, tout le monde va être content. Il n'y a pas de réaction négative, en tout cas instantanément. Potentiellement, au fur et à mesure, après, il peut y avoir des réactions négatives. Est-ce que ce serait pas possible d'avoir, en fait, lorsqu'on downsize ou qu'on upsize, arriver à ce genre d'événement, en fait, où tout le monde le prend comme une opportunité et pas comme, en fait, potentiellement une crainte. Est-ce qu'il n'y aurait pas des méthodes, peut-être, d'apporter cette nouvelle-là pour que finalement ce soit une opportunité pour tout le monde et que ça ne devienne pas une potentiellement crainte parce que soit réduction des coûts, soit peur d'être noyé dans la masse, si on est dans un cadre d'upsizing. C'est quelque chose comme ça. Alors si on prend ton exemple, finalement, oui, tout le monde est content, mais tout le monde ne va pas réagir exactement de la même manière quand même. Tu as une personne qui va pouvoir crier, il y en a une autre qui va pleurer de joie. Donc finalement, même si dans l'ensemble, la réaction est la même, en tout cas... positive, en tout cas. Voilà, positive, la manière de réagir n'est pas la même. Enfin, n'est pas la même. Ça, c'est important puisque finalement, l'individu, on est tous différents. Donc même si on partage une réaction positive, on est quand même tous différents. Et on n'a pas forcément, quand on va avoir, enfin, on va comprendre le changement, ou du moins on vit le changement, on va pas être attentif aux mêmes choses. Je pense que si, on peut essayer, et je pense d'autant plus via la communication finalement, tourner ce qui se passe en une opportunité, et le communiquer et rassurer. Et pour moi, c'est vraiment la clé, c'est de réussir à communiquer même dans un comment dire, un climat qui est pas propice à réfléchir opportunités et manière de se, comment dire, de créer de la valeur positivement, même quand le contexte est négatif. Je pense que c'est vraiment c'est important que les personnes qui communiquent aient cette vision-là et voient en fait ce changement de cet angle-là. Parce que ça permet du coup de rassurer, et surtout ça permet d'influencer en quelque sorte la réaction
des gens qui nous entourent. Je prends un exemple concret dans la vie de tous les jours. Si, je sais pas, moi je sais que je suis quelqu'un d'assez optimiste. Ben si, la dernière fois, mon vélo qui s'est fait voler, enfin en gros, on a essayé de voler mon vélo. J'aurais pu pas contente. Il y avait quelqu'un qui était avec moi. Le fait que j'en ai rigolé, je me suis dit bon bah, enfin j'ai essayé de dédramatiser la chose. La personne qui était avec moi, du coup, elle a rigolé avec moi. Elle n'a pas trouvé ça dramatique. Alors que si j'avais pleuré, eh ben, elle aurait été triste aussi. Donc finalement, le fait de réussir à embarquer et de voir la chose avec comment dire, un angle positif, ça peut permettre à tout le monde de la voir, enfin, de voir la chose par le même prisme. En tout cas, il y a Jean aussi qui te dit top, merci beaucoup et bravo pour la présentation. Merci infiniment, Merci Elisa. Jean. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce webinar. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines, mercredi, pas celui-là, celui de la semaine prochaine, celui de la semaine d'après, pardon, pour le prochain After Produit, tout simplement. Tout le monde te remercie. Merci Laurent, merci Tib, merci Tindy, merci Violette. Passez une excellente journée et on se retrouve bientôt pour un prochain Merci à webinar. tous. Au revoir tout le Merci, monde. merci. Ciao tout le monde.